Noël ne sera plus jamais pareil. Dans le cockpit, l'ambiance est tendue. Le copilote se plaint. On n'a pas les poids, seulement la liste des passagers. La situation est grave. Personne ne connaît le poids réel de l'avion. Les bagages sont mal répartis, entassés à l'avant et le centre de gravité est probablement dépassé. Malgré ces doutes et sous la pression de la compagnie aérienne, l'équipage décide tout de même de décoller. Et ce 25 décembre 2003, un Boeing 727 s'écrase peu après son décollage à Cotonou au Bénin. 141 personnes perdent la vie. Ce drame reste l'un des pires accidents aériens de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. On célébrait vacances avec des cousins et tout. On mangeait notre dehors quand on a entendu un bruit. Goudou, 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 comme ça. On voulait courir pour aller voir les parents, on dit de ne pas sortir. On a vu les trucs tomber du ciel. On s'est dit de ne pas aller voir. Mais on a regardé dans les brèches de la clôture, on a vu des trucs. Oh, c'était affreux. L'avion qui était en miettes, les gens qui criaient, tout. Surtout nos petits camarades qui couraient pour aller voler les trucs. Bon, Aujourd'hui, nous allons faire une pause avec les histoires ancestrales d'esclavage, de royaumes, de colons, pour une histoire sur l'un des accidents les plus meurtrières de l'histoire du Bénin. Voilà donc dans votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez pour me regarder, pour raconter comment le jour de Noël s'est transformé en jour de deuil pour plusieurs familles béninoises. Tout ce dont je vais parler est sourcé par le site Aviation Safety Network. Donc, vous pouvez aussi aller pour confirmer tout ce que je vais dire. Avant donc de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ding, 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 ding. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'en ai de plus en plus. Et on est bientôt à 2000. Genre, si je devais faire une fête, je peux inviter 2000 personnes. Mais pas de 12 ou rien. Ah. Go. Utilisé par de nombreuses compagnies aériennes dans le monde entier, le Boeing 727 est un type d'avion monocouloir, court et moyen courrier avec 3 moteurs à l'arrière, dont 2 sur les côtés de la queue et 1 dans la dérivée. Il a été construit par Boeing et mis en service pour la première fois en 1964. Il possède une capacité d'environ 149 à 189 passagers selon la configuration, c'est-à-dire économie ou mixte. D'une longueur d'environ 46 mètres, d'envergure 32 mètres comme ça, et de vitesse de croisière d'environ 880 km par heure. Il y a le match, mais je ne connais pas. Donc, et d'une autonomie de 2500 à 4000 km selon la version et la charge. Cet appareil est surtout conçu pour opérer sur des pistes assez courtes, ce qui faisait de lui un avion populaire pour les aéroports régionaux et surtout africains, parce que dans le temps là, les pistes n'étaient pas si longues que ça. Elle lui a donc valu son succès dans les années 1960-1980. Avec l'apparition de nouveaux avions plus économiques en carburant, c'est-à-dire le Boeing 737, le Airbus A320, le 727 a été progressivement retiré des flottes commerciales. Et tant mieux d'ailleurs. Mais dans notre contexte, le vol dont moi je vais parler est le 727. Et il avait été anciennement exploité par American Airlines, puis revendu et loué à plusieurs autres compagnies. D'ailleurs, ce Boeing-là, son centre de gravité est très sensible à la répartition des charges. C'est un point très important. Gardez juste cette phrase-là déjà, et ça vous permet de comprendre la suite et de ce pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Revenons maintenant à nos mots étants. Dans les années 2000, après la faillite d'Air Afrique, l'Afrique de l'Ouest s'est retrouvée sans véritable transporteur. C'est donc là que la diaspora libanaise, très présente en Guinée, au Bénin, au Togo et à la Sierra Leone, va réclamer des liaisons directes vers Beyrouth et même vers Dubaï, qui étaient en fait des destinations pour les affaires ou pour la famille. Et c'est donc dans ce contexte qu'apparaît UTA, Union des transports africains de Guinée, une petite compagnie privée qui était gérée de façon artisanale. Son avion principal était en fait le Boeing 727-223, construit en 1977. La compagnie effectuait 2 vols par semaine à Conakry, en Guinée, à Beyrouth et à Dubaï. C'est donc là qu'on se retrouve au 25 décembre 2003.
Le vol UTA 141 a décollé de Conakry en Guinée pour un vol programmé vers Beyrouth au Liban avec une escale intermédiaire à Cotonou au Bénin et une escale technique prévue à Koufra en Libye. Il est 10h07, le vol décolle de la Conakry comme à son habitude avec à son bord 86 passagers et 10 membres d'équipage. Il arrive donc à Cotonou à midi 25 minutes où 9 passagers vont descendre. Et je suis tentée de dire, ils ont échappé belle. 63 passagers se sont enregistrés à l'aéroport de Cotonou pour entrer dans cet avion-là. 10 autres ont embarqué à bord d'un avion arrivé de Lomé au Togo. L'embarquement des passagers et le chargement des bagages se sont déroulés en fait dans un climat de grande confusion. L'avion était complet et il est probable qu'il y avait plus de passagers à bord que ceux enregistrés officiellement. Dans le cockpit, 2 responsables de UTA étaient installés sur le siège situé derrière le commandant de bord. Et face à la quantité impressionnante de bagages, le chef de cabine alerta le capitaine de la situation. Pendant ce temps au sol, les manutentionnaires, eux, ils commençaient à charger la soute arrière avant qu'un agent de la compagnie ne leur ordonne de poursuivre dans la soute avant déjà partiellement remplie. Une fois l'opération achevée, l'espace disponible était totalement saturé. Pendant que le chargement se terminait, l'équipage préparait l'appareil pour la suite du vol. Le copilote, inquiet, partagea ses doutes avec les cadres présents, rappelant l'importance cruciale de connaître avec précision le poids réel de l'avion. À 13h37 minutes 38 secondes, il faut capter un peu la précision de la boîte noire, s'il vous plaît. L'un des pilotes fait remarquer: les feuilles qu'ils nous ont données ne mentionnent pas les charges. Le copilote ajoute: elle indique seulement le nombre de passagers, mais pas le poids. Et une réponse tombe: ne vous inquiétez pas, nous avons bien le manifeste des passagers, mais sans poids. À 13h39 minutes 28 secondes, l'un des membres de l'équipage demanda: combien de passagers avons-nous à bord? Savez-vous combien ils sont? Ils ne nous ont rien dit. 50? 60? La frustration était palpable. Le vol allait devoir décoller sans qu'aucun chiffre précis ne soit communiqué à l'équipage. Le pilote devient de plus en plus irrité. Une chose restait tout de même évidente: aucun chiffre fiable sur le poids total de l'avion n'était disponible. À 13h46 minutes 45 secondes, le copilote, visiblement inquiet, déclare: il n'y a pas de poids. Chaque passager est monté à bord avec une valise d'environ 20 kg. C'est impossible de faire voler un avion avec une centaine de passagers dans ces conditions. Face à cette inquiétude, l'un des cadres du TA présent dans le cockpit tente d'apaiser la situation. Il présente ses excuses au commandant de bord et lui demande de lui laisser la responsabilité de gérer l'appareil une fois en vol. Mais le truc, c'est que l'avion, il n'a jamais volé. Il insiste également sur un point crucial: il faut respecter une limite maximale de poids estimée entre 6 et 7 tonnes environ pour l'appareil afin d'éviter une toute surcharge fatale. Or, les conditions extérieures ne jouent pas du tout en leur faveur. Ce jour-là, à Cotonou, la météo était chaude et humide. Avec une température élevée, une humidité de 75% et une légère brise d'environ 8 km/h. Des conditions qui rendaient encore plus difficile le décollage d'un avion potentiellement surchargé. Petite leçon sur l'aviation. En aviation, on appelle ça la densité de l'air. Plus il fait chaud et humide, plus l'air devient léger. Cela signifie que les moteurs produisent moins de poussée et que les ailes vont générer moins de portance. Résultat, l'avion a besoin d'une piste plus longue pour décoller correctement. Dans le cas du Boeing 727, déjà lourdement chargé et mal équilibré, ces conditions rendaient en fait le décollage encore plus risqué. Et en d'autres termes, l'équipage n'avait pas seulement à lutter contre la surcharge, mais aussi contre la météo défavorable qui diminuait en fait les performances de l'appareil. À 13h47 minutes, l'équipage lança donc la checklist avant décollage. Le calme semblait revenu dans le cockpit. À 13h49 minutes 32 secondes, les pilotes vont recevoir l'autorisation de démarrer. À 13h56 28 minutes, le copilote va annoncer les conditions de décollage. Ensuite, ils vont recevoir l'autorisation de décoller. Les freins ont été relâchés à 13h58 minutes 15 secondes et à 13h58 minutes 20 secondes, c'est-à-dire 5 secondes plus tard, l'ordre va tomber: décollez vos pieds. Et une réponse brève va confirmer d'accord. Pour apaiser les tensions à bord, ils ont mis de la musique
pour calmer tout le monde. 4 avions de chasse ont même été mis à leur disposition pour les escorter parce qu'ils sentaient un peu la douillette. Le commandant confirme que la manœuvre est lancée. La voilure est déployée, la poussée maximale appliquée et le Boeing accélère rapidement, atteignant donc une vitesse de 155 km/h. Des prières sont récitées à bord de l'avion par certains passagers. Bismillah el-Rahman el-Rahim. J'espère que je le dis bien. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. À 13h59, 09 secondes, la voix dans le cockpit s'écrie « Tirez !» répétée 11 fois dans une ultime tentative désespérée. 2 secondes plus tard, à 13h59 minutes 11 secondes, on entend distinctement le fracas de l'impact. 13h59, 14 secondes, l'enregistrement cesse brutalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'appareil percute le localisateur d'antenne situé en bout de piste. Les ailes principales s'arrachent contre la structure et le cockpit est pulvérisé sur la violence du choc. Le fuselage disloqué vient s'écraser sur la plage avant de finir dans l'eau. La partie avant de l'avion s'embrase immédiatement. Le fuselage bascula, entraînant les passagers dans une chute brutale avant de s'engloutir dans l'eau. Certains furent éjectés à travers les brèches, d'autres restèrent piégés dans les flammes ou moururent noyés. Très peu parvinrent à s'extraire vivants de la carcasse éventrée. Une survivante assise à l'arrière raconta plus tard que plusieurs passagers furent projetés hors de l'appareil au moment même de l'impact. Beaucoup n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité. Le gouvernement béninois va créer une commission d'enquête nationale le lendemain du crash. Analyse. Le centre de gravité d'un avion est un élément essentiel pour garantir sa stabilité et sa performance. Si ce centre se déplace vers l'avant, l'appareil devient lourd, cabré, ce qui complique voire empêche le décollage. C'est précisément ce qui s'est produit. À Cotonou, ce problème a été accentué par la surcharge en soute avant. Résultat, la rotation de l'avion fut trop lente et la performance au décollage gravement compromise. À cela s'ajoutaient les facteurs aggravants, c'est-à-dire une température extérieure élevée à 32 degrés, une piste relativement courte d'environ 2500 mètres et l'absence de documents opérationnels fiables pour l'équipage. Autant d'éléments qui ont conduit finalement à cette triste catastrophe. Ce drame a profondément marqué le Bénin et la communauté libanaise d'Afrique de l'Ouest. Des cérémonies commémoratives sont organisées chaque année pour honorer la mémoire des victimes. Le crash du vol UTA 141 illustre tragiquement à quel point chaque détail compte dans l'aviation. Un mauvais calcul du poids, un centre de gravité mal positionné, des documents manquants et une supervision défaillante ont suffi à transformer un vol de routine en l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire du Bénin. Cet accident rappelle avec une violence poignante que, dans l'aviation, comme dans la vie, la moindre erreur ou négligence peut coûter des centaines de vies et que la sécurité ne peut jamais être compromise. Nous voilà à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je voulais aussi vous demander de me proposer des thématiques. J'en ai. Mais je me dis, est-ce que ça va vraiment vous plaire et tout? Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Je suis ouverte d'esprit. Je suis... ouais. Donc je vous demande de me proposer des thématiques, des trucs que vous aimeriez mieux comprendre. Je voulais aussi ajouter que maintenant il y aura des vidéos les mercredis et les dimanches. Je vous explique. Du coup, les mercredis ce sera plus des vidéos, des vlogs, des discovery plays, des discover. Donc les dimanches il y aura les music life, des vidéos thématiques comme celle-là. C'est surtout les deux là. Et une nouvelle idée que j'ai eue, que je prends le temps de construire un nouveau projet. Et je pense aussi à plein de projets, mais il va les dire. Donc pour l'instant, on va les projets qui ne nous coûtent pas un rond, qui nous coûtent du temps, mais qui nous coûtent 0 francs pour l'instant. Et après, quand on sera bien riche, quand on sera milliardaire de peut-être, je sais pas, 50 € comme ça, on pourra se lancer de ça. Ok, donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.